The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur 6 études à l'échelle pilote évaluant les traitements in situ des PFAS dans les eaux souterraines. Merci pour votre participation. Je suis Mariangela Donati, je suis District Manager pour la France et le District méditerranéen pour Regenesis. La première partie de ce webinaire sera présentée par Aurélien Triget, qui est représentant technique en France pour Regenesis. Et la présentation durera environ 1 heure. Comme pour le dernier webinaire, à la fin, il y aura une session questions-réponses qui sera tenue par Chris Martin, directeur technique de Regenesis en Europe. Avant de démarrer, je vous donne juste quelques informations techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment pendant le webinaire en utilisant l'interface questions située sur votre panneau de contrôle. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions à la fin dans la session Q&A. Donc voilà, n'hésitez pas à nous les soumettre. Pour avoir la meilleure connexion possible, nous vous conseillons de fermer toutes les autres applications et les programmes que vous avez ouverts sur votre ordinateur, compris boîte mail et chat. Si vous voyez que la qualité audio se détériore, fermez simplement votre session GoToWebinar et redémarrez-la. Je vais maintenant passer la parole à Aurélien pour une introduction générale sur la problématique de PFAS et pour un premier cas d'étude. Après, je reviendrai tout à l'heure pour rentrer plus dans les détails des 6 essais pilotes qui ont été menés sur un même site. Merci, à tout à l'heure. Merci Marie-Angela. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler PFAS. Et donc, comme disait Marie-Angela, nous allons vous présenter plusieurs cas d'études réalisés à l'échelle pilote. Une particularité, l'ensemble des résultats que nous allons vous présenter ont été obtenus par Rick McGregor, président de la société In Situ. Donc d'une part, nous le remercions de nous avoir fourni ces informations, ces résultats que nous allons vous présenter. Et d'autre part, nous insistons sur le fait donc, que tous ces résultats ont bien été obtenus par une société tierce indépendante de Regenesis. Donc les PFAS. On va commencer par un peu de généralité sur les PFAS. Les PFAS, déjà à retenir, c'est une famille de composés. Quand on utilise le mot PFAS, c'est pour regrouper une famille de composés que sont les poly- et perfluoroalkylés. Donc pour faire simple, ce sont des squelettes carbone sur lesquels nous sommes venus greffer des atomes de fluor. Donc les plus connus d'entre eux, on va avoir le PTFE, plus connu sous son nom commercial, le téflon. Mais à retenir, les PFAS, c'est une grande famille dans laquelle il y a les PFOS, les PFOA, le PTFE, mais également d'autres milliers de composés. Donc une famille très vaste. Ces molécules, ces composés, ils vont avoir des propriétés industrielles intéressantes. C'est pour ça qu'on va les retrouver beaucoup dans l'environnement. D'une part, ils peuvent être utilisés dans tout ce qui va être revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisine, revêtement aussi alimentaire, pour les emballages alimentaires, notamment tout ce qui va être fast-food très gras, lesquels on va imbiber les cartons de transport pour éviter qu'ils s'imbibent de gras et qu'ils ne s'éventrent. On va les retrouver aussi pour leurs propriétés imperméabilisantes, donc tout ce qui va être textile, on connaît la matière Gore-Tex, qui est un textile qui a été traité pour le rendre imperméabilisant. Très utilisé également dans les mousses anti-incendie, qui fait que tous les sites industriels sur lesquels on va avoir des centres d'entraînement des pompiers, on va avoir cette problématique PFAS. Donc, notamment tout ce qui va être aéroports civils et militaires vont être concernés par cette problématique. Au total, on estime que plus de 35 000 sites industriels en Europe sont susceptibles de relarguer des PFAS, que ce soit dans l'eau, dans l'air ou dans les sols. C'est-à-dire un grand nombre de sites industriels qui sont potentiellement concernés par cette problématique de PFAS. Une autre façon de se documenter sur cette problématique, il y a un film qui est sorti l'année dernière, donc en 2020, qui s'appelle Dark Waters, avec Mark Ruffalo, plus connu pour avoir joué le rôle de Hulk. Là, il a un rôle un peu différent. Il joue le rôle d'un avocat spécialisé en droit de l'environnement et qui va s'intéresser à cette problématique sanitaire sur une ville
avec à proximité des usines de DuPont Chemicals. Autre documentaire intéressant, The Devil We Know. Donc le titre et l'affiche sont assez suggestifs. Donc ils vont traiter de cette problématique aussi liée au PFAS. Donc c'est cette problématique environnementale. Le premier traitement in situ réalisé par Regnesis et in situ remonte à il y a 4 ans. Donc on a un certain recul, un retour d'expérience là-dessus. Dont on se rend compte, c'est que c'est une problématique très complexe, d'une part liée à la caractéristiques chimiques variées, aux compositions variées des différentes molécules. Comme je disais, ça comporte des milliers de composés différents dans la famille PFAS. D'autre part, pour des aspects un peu moins techniques, comme je vous ai dit, il y a plus de 35 000 sites, ne serait-ce qu'en Europe, qui sont potentiellement impactés, qui vont être concernés par cette problématique de PFAS. Donc la grosse question, ça va être par où commencer, sur quel site on va travailler en premier pour gérer cette problématique. D'autre part, on s'intéresse de plus en plus à ces molécules, à ces composés, et on va aussi beaucoup étudier leurs effets toxicologiques, leurs effets sur la santé. Et en fonction des résultats de ces études, on va faire évoluer les seuils. Donc on va avoir des seuils réglementaires qui vont évoluer constamment. Et notamment, aujourd'hui, on a un seuil réglementaire qui est de l'ordre du nanogramme par litre. Donc on va dire 10-9 grammes par litre. Donc ça fait une quantité très faible, ce qui démontre la très grande toxicité de ces composés, qui en fait donc des polluants cibles à traiter prioritairement. Au niveau des techniques de traitement actuelles, donc là ça va être assez simple à résumer. Pour tout ce qui va être démonstration terrain, donc vraiment des essais pilotes sur terrain, les principales techniques qui ont déjà été testées vont reposer sur de l'absorption, que ce soit de l'absorption sur charbon actif, sur résine échangeuse d'ions, que ce soit in situ, donc comme nous allons vous le présenter dans ce webinaire, ou sur site avec des techniques telles que le pump and treat. À l'échelle laboratoire, on va avoir un plus grand panel de solutions possibles. Au laboratoire, à l'échelle Becher, on peut imaginer tout un tas de techniques, telles que l'oxydation, la réduction chimique avancée. Mais pour l'instant, ces techniques vont être limitées à l'échelle labo. Donc voilà, à l'échelle vraiment terrain, les seules techniques qui existent actuellement sont des techniques basées sur l'absorption, notamment ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Cette technique de traitement par sorption, donc elle peut être mise en œuvre notamment sur site grâce à la technique du pump and treat. Alors le pump and treat, l'avantage c'est que c'est une technique qui est bien connue, une technique qui est largement éprouvée pour différents types de polluants. Donc on va pouvoir la mettre en œuvre assez facilement. Les inconvénients, ils sont multiples. D'une part, on va avoir d'importants coûts de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il va falloir venir mettre en place notamment une barrière hydraulique, mettre en place une installation de traitement de l'eau et de réinjection. D'autre part, il va y avoir la gestion dans le temps, notamment avec la maintenance. Il va y avoir des opérateurs qui vont devoir intervenir régulièrement pour maintenir ces installations. Et ensuite, il va y avoir toute la problématique liée à la gestion des déchets. Si vous imaginez un traitement sur site avec des colonnes de charbon actif, les charbons actifs vont se charger en PFAS. La question qui vient après, c'est que faire de ces charbons actifs chargés en PFAS. Donc, le pump and treat, c'est une technique, c'est la technique conventionnelle à laquelle on peut penser, mais elle a beaucoup d'inconvénients, notamment la problématique de devoir durer sur de nombreuses années. Quand on lance une problématique, une installation de pump and treat, ça va être pour plusieurs dizaines d'années. Dans ce webinaire, ce que nous allons vous présenter, c'est une technique donc basée sur l'absorption. Comme je dis, c'est une des techniques qui existent pour traiter les PFAS. Mais cette fois-ci, au lieu de faire un traitement sur site par du pump and treat, on va faire un traitement in situ. Donc l'idée va être d'injecter nos particules de charbon actif colloïdales, donc colloïdales car ils ont une taille entre 1 et 2 microns. Cette petite taille, elle aura été donnée grâce à, on les a broyés en fait, on a broyé des particules de charbon actif jusqu'à atteindre cette taille-là. Et le gros avantage, c'est qu'ils vont avoir d'une part un aspect très liquide, donc on va les mettre en suspension dans un polymère, ils vont donc se comporter comme un liquide qu'on va venir injecter dans le sous-sol, et d'autre part, leur petite taille leur donne une très grande surface spécifique, c'est-à-dire une très grande surface qui va pouvoir être utilisée pour l'absorption des polluants, et notamment ici des PFAS. Cette très grande surface spécifique va leur permettre d'avoir une absorption, une efficacité très grande. On va le voir après dans les résultats d'études.
À partir du moment où la barrière va être mise en place, donc in situ, on va voir que très rapidement, les concentrations en polluants vont diminuer. Parce qu'encore une fois, la surface spécifique est très grande. Donc, si je peux dire, des très grands sites d'absorption disponibles, donc une réactivité très grande. L'idée, ça va être donc d'utiliser ce plume stop qui va arriver sur votre chantier sous forme liquide. Donc, c'est vraiment, ça ressemble à une encre noire qu'on va mélanger, si besoin diluer. Et ensuite, on va venir l'injecter sur le site. On a ici une représentation, une petite animation. L'idée, ça va être de cibler l'horizon, notamment avec le flux massique le plus grand. Donc ici, par exemple, on peut imaginer un horizon sableux dans lequel on va venir mettre en place notre barrière pour intercepter le panache de polluants et éviter qu'il sorte des limites du site. Hop. Donc cette gestion des PFAS, elle est basée sur une gestion du risque. Donc vous le savez, un risque, c'est la combinaison d'un danger et d'une exposition. Ici, on ne va pas essayer de détruire les PFAS. Comme je vous l'ai présenté juste avant, les PFAS, déjà, c'est une très grande famille de composés chimiques. D'autre part, ils ont été conçus pour être très résistants. Donc, il va y avoir très peu de techniques chimiques ou biologiques qui vont être efficaces pour détruire ces molécules. Donc, on ne va pas essayer de les détruire, on ne va pas essayer de jouer directement sur le danger, on va plutôt jouer sur la voie d'exposition en essayant d'immobiliser in situ ces molécules. Donc, en éliminant l'exposition, on éliminera le risque. Donc, l'idée, ça va être en immobilisant ces particules de PFAS in situ, c'est de limiter l'exposition en aval. Donc à la fois l'exposition des populations, mais également l'exposition, le risque environnemental. Donc ce qu'on va faire, je le redis, c'est on va venir injecter ces particules de plume stop dans le sous-sol. Donc on va créer en fait une barrière filtrante dans le sous-sol. Cette barrière filtrante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retarder le déplacement des PFAS. Il faut imaginer, on va créer notre barrière. Donc, par exemple, ici, on prend un exemple, ça sera plus concret. On met en place une barrière de 5 mètres d'épaisseur avec une nappe d'eau qui se déplace relativement assez lentement à 50 mètres par an, avec une concentration en entrée de 100 microgrammes par litre. Donc, on le voit ici, l'entrée, c'est à gauche, les PFAS en rouge, et notre barrière de filtration, elle est là en noir. Ce qui va se passer, c'est que l'eau va passer à travers la barrière. Donc, lorsqu'on va venir injecter le plume stop, on ne va pas modifier les conditions d'écoulement, parce que ce sont des particules relativement fines, donc on va venir tapisser l'intégralité de la porosité. Donc, la barrière et l'eau, on peut estimer un temps de séjour de 36,5 jours. Pour estimer, vous prenez 50 mètres par an, 5 mètres de long, ça vous donnera ce résultat-là. Par contre, les PFAS, eux, ils vont être largement retardés par la présence de charbon actif. Vous imaginez qu'il va interagir avec chacune des petites particules de charbon actif, et donc son déplacement va être largement retardé. Et on estime, en calculant des facteurs de retard, en faisant des isothermes d'absorption, etc., que le facteur de retard, par exemple, pour les PFOA, va entraîner un temps de séjour de cette molécule de plus de 20 000 jours, 57 ans. C'est-à-dire que le PFOA va mettre 57 ans à traverser la barrière. De même pour le PFOS, qui sont un peu plus gros, donc plus faciles à retenir. Là, le temps de séjour va être de 200 ans. Donc on va, une fois que le PFOS va rentrer dans la barrière, il va mettre 200 ans à en sortir. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment ça, c'est retarder la propagation des PFAS, et notamment ce retardement va être tellement grand qu'on va avoir l'impression de les avoir fixés durablement. On les aura fixés pour plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Ces calculs que je vous ai montrés ici, ils ont été faits pour une concentration en entrée de 100 microgrammes par litre, ce qui est relativement élevé. Il faut imaginer que si les concentrations d'entrée sont un peu plus faibles, mais plus ils seront faibles, et plus le temps de séjour sera grand, donc plus le facteur de retard sera important. Donc à retenir, l'idée de la barrière au plume stop, c'est de venir retarder le plus possible la propagation des PFAS dans l'environnement. Là, on a des temps de séjour qui vont être entre 60 et 200 ans. Donc au niveau de la maintenance d'une telle barrière, il va quand même y avoir une maintenance, vu comme je vous le disais, c'est un retard sur plusieurs dizaines d'années. Donc ce qu'on va faire, ça va être un peu à l'instar d'un pump and tree, c'est déjà mettre en place des puits de monitoring. D'autre part, avant la mise en place de la barrière, on va faire des calculs. On a tout un tas de logiciels de calcul, de modélisation, qui nous permettent d'estimer ce temps de séjour, donc ce temps d'immobilisation des PFAS sur le plume stop. Donc par exemple, on va estimer, l'exemple précédent, c'était sur 57 ans. Donc déjà planifier que dans 60 ans, il va falloir refaire une injection de plume stop. On va aussi mettre en place, donc comme je disais, ces puits de monitoring.
qui vont permettre de suivre les concentrations en aval de la barrière. Et on va utiliser certaines molécules PFAS, les plus petites, comme étant des traceurs. On sait que les plus petites vont être les premières à sortir. Donc dès qu'on va voir que les concentrations vont passer au-dessus des limites de détection, parce qu'on va le voir avec le plume stop, l'avantage, c'est qu'on descend très vite en dessous des limites de détection. Donc dès que pour les plus petites molécules, on va passer au-dessus des limites de détection, on va pouvoir mettre en place un espèce de signal d'alarme et dire eh ben, il faut remettre un peu de plume stop et donc relancer cette immobilisation pour de nouvelles dizaines d'années. C'est un peu comme si vous deviez traiter votre clôture avec de la peinture. Vous savez que vous avez mis votre couche de peinture, vous êtes tranquille peut-être pour 10 ans, et dans 10 ans, il faudra remettre une couche de peinture. Ici, c'est pareil pour le plume stop. On met en place notre barrière, et peut-être que dans 30, 40 ans, il faudra revenir mettre une deuxième couche. Donc tout ça, soit ça se calcule, enfin ça se calcule, et ça se monitore sur site, ça se suit sur site. Donc pourquoi utiliser le plume stop pour le traitement de panache de PFAS? Ben déjà, c'est une technologie qui est éprouvée. On l'a utilisé sur 16 sites, donc 16 sites pour lesquels le traitement est terminé pour le traitement de PFAS, et il y en a plus d'une centaine qui sont actuellement en cours de dimensionnement. Ces 16 sites sur lesquels on a travaillé, comme je vous disais, le premier site sur lequel on a travaillé, ça date d'il y a 4 ans. Donc on a déjà un recul de 4 ans sur la longévité du traitement. Donc je vais vous présenter ces résultats sur 4 ans. On va voir que sur 4 ans, on voit que les résultats restent très, très intéressants. Plusieurs publications scientifiques ont été réalisées. D'autre part, c'est exactement ce que je vous disais ici, juste avant, c'est qu'une fois qu'on a injecté le plume stop, très rapidement, les concentrations vont descendre en dessous des limites de détection. Et on va pouvoir suivre sur plusieurs années. Et on va voir que sur plusieurs années, ces concentrations vont rester très faibles. On n'aura pas non plus ces problématiques d'effet rebond. Donc voilà, c'est un traitement rapide et qui va durer sur une longue période. Ensuite, comme je vous disais, c'est une technique qui a été éprouvée, validée. Donc c'est une technique qui est commercialisée. Donc le plume stop est commercialisé, il est vendu et donc il est directement prêt à l'emploi. Donc si vous avez une problématique sur un site, on peut très rapidement vous faire un dimensionnement et également vous fournir les produits pour traiter votre site rapidement. Autre avantage de l'utilisation de plume stop, c'est qu'on va utiliser dans ce cas-là une technologie non dangereuse, totalement inoffensive. Parce que cette technologie, elle repose sur l'utilisation de charbon actif. Charbon actif, on l'utilise, voilà, on voit sur cette illustration dans la vie de tous les jours, dans les carafes Brita, qui vont vous permettre de filtrer votre eau que vous allez boire ensuite. C'est aussi utilisé en pharmaceutique pour des troubles intestinaux. Donc, cette technologie va reposer sur l'utilisation d'un produit qui est totalement sûr et non nocif, le charbon actif. D'autre part, le gros avantage, ça va être que ce traitement va être un traitement passif. Une fois qu'on va avoir mis en place notre barrière dans le sous-sol, le traitement va être totalement passif, ne va pas nécessiter de maintenance. Donc ça veut dire que si vous gérez votre problématique de PFAS en utilisant du plume stop, vous allez avoir un temps déjà d'immobilisation de votre site qui va être très réduit, juste le temps de créer cette barrière in situ, et ensuite vous n'aurez pas de maintenance d'appareils, de pompes à maintenir, et pas non plus d'opérateurs à envoyer sur site pour maintenir tous ces appareils. Donc c'est un traitement passif qui permet de considérablement réduire les coûts de maintenance et de limiter les perturbations du site. Donc là, ce qu'on va vous présenter, donc j'en ai fini avec la partie plutôt théorique sur les PFAS. Là, ce qu'on va vous présenter, je vais vous présenter ce qu'on a appelé une étude de dépollution accidentelle, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, Marie-Angela prendra la main et va vous présenter plusieurs résultats d'études à l'échelle pilote. Et également des projets qui sont actuellement en cours. Donc ce qu'on a appelé la dépollution accidentelle, c'est un projet que je vous avais présenté il y a quelques temps, et aujourd'hui je vous représente parce qu'on a, donc, comme je disais, plus de recul sur ce projet-là. Donc c'est le premier projet qui a été mis en place pour le traitement in situ de PFAS, donc qui remonte il y a 4 ans. Donc on a aujourd'hui 4 ans de recul là-dessus. On l'a appelé site accidentel ou dépollution accidentelle, tout simplement parce qu'initialement on avait été appelé par notre client pour gérer une problématique d'hydrocarbures pétroliers, avec notamment la présence de BTX, de dérivés d'essence et du diesel. Au fil des discussions avec le client, il a mentionné que ce site avait également été utilisé comme centre d'entraînement des pompiers. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en intro,
que bien souvent les PFAS sont utilisés dans les mousses anti-incendie, qu'on s'est dit il y a peut-être une problématique PFAS, et en plus ça avait été aussi utilisé comme atelier de revêtement de pièces. Donc ces indices nous ont fait penser qu'il y avait probablement une problématique PFAS. Donc on a recommandé le prélèvement d'échantillons d'eau souterraine et l'analyse, un screening un peu des PFAS. Et là, bingo, on a bien détecté des PFOS, donc jusqu'à 1450 nanogrammes par litre. Comme je disais, les seuils réglementaires sont actuellement autour de 10 nanogrammes par litre, donc on voit qu'on est largement au-dessus des seuils réglementaires pour le PFOS. Et le PFOA, on est à 3260. Donc ce qui a été décidé, c'est d'utiliser notre technologie PlumeStop pour à la fois traiter cette problématique d'hydrocarbures pétroliers, mais également pour essayer de répondre à cette problématique de PFAS qui n'était pas présent initialement. Initialement, ce n'était pas une problématique qui avait été identifiée. Donc ici, on a un petit récapitulatif du contexte géologique et hydrogéologique, donc des sables et limons sableux, avec différents horizons de différentes perméabilités, et une nappe d'eau qui est relativement superficielle, autour de moins 1 mètre. Donc la nappe d'eau qui est directement à 1 mètre sous le niveau du sol. La technique qui a été envisagée, c'est de cibler l'horizon avec la plus forte perméabilité en utilisant la technique du direct push. Donc le direct push, vous connaissez, hein, c'est on vient insérer, imaginez une aiguille dans le sol et venir injecter à l'horizon que l'on aura identifié. Et étant donné que c'était une première application de PlumeStop pour le traitement de PFAS, on a mis en place tout un tas de suivi pour s'assurer de la bonne injection de notre produit. Donc on a notamment fait des carottages pour estimer le rayon d'influence, des carottages intérieurs de la barrière pour s'assurer qu'on a bien fait une couverture homogène. Et également, on a mis en place des puits de monitoring pour voir un peu la diffusion du PlumeStop au niveau de la nappe d'eau. Donc les résultats, ils sont donnés ici. On voit ici en fonction de la profondeur, donc l'horizon ciblé sont les pointillés bleus sur les différents graphiques. Donc on est entre 2,2, 2,3 et 5 pieds, qui fait en moyenne entre 0,6 et 1 mètre. Donc on voit dans cet horizon ciblé qu'on a bien réussi à injecter notre PlumeStop, parce que la présence de PlumeStop est donnée en faisant des analyses de carbone organique. Si on voit qu'il y a une augmentation du carbone organique, on en déduit qu'il y a bien la présence de PlumeStop. Donc là, on voit que dans notre zone de la barrière, on a bien réussi à cibler cet horizon, et on a bien réussi à venir mettre en place notre PlumeStop. Idem quand on regarde au niveau du rayon d'injection, donc on est venu faire des carottages à différentes distances par rapport au point d'injection, et on voit que jusqu'à 4,5 mètres du point d'injection, on continue à noter la présence, une augmentation du carbone organique qui prouve la présence de PlumeStop, en tout cas de charbon actif à ces endroits-là. Au niveau des résultats, donc comme je le répète, c'est un site qui a été fait il y a 4 ans, donc on a 4 ans de recul dessus. Alors les résultats sont assez faciles à commenter. On a en pointillé rouge le jour de l'injection, donc le moment d'injection, et ensuite on a un suivi sur 4 ans. Ce qu'on voit, c'est que très rapidement, après l'injection dans les puits de monitoring qui sont en aval de la barrière, ce qu'on voit, c'est que les concentrations ont largement chuté et sont passées sous les limites de détection. Et elles sont restées sous les limites de détection jusqu'à aujourd'hui, donc 4 ans après, que ce soit pour les PFOS ou les PFOA. Donc, ce cas d'étude nous montre que grâce au PlumeStop, donc déjà qu'on est en mesure de définir une zone d'injection, de cibler une zone d'injection et de mettre en place notre PlumeStop dans cette zone d'injection, qu'on est capable d'avoir des rayons d'influence jusqu'à 4,50 m, voire 5 mètres, et qu'après 4 ans de monitoring, les concentrations en PFOS et en PFOA sont restées sous les limites de détection. On n'oublie pas que notre objectif premier était aussi de traiter les hydrocarbures pétroliers. Et donc là, on voit aussi que 4 ans après, les concentrations sont restées sous les seuils réglementaires. Autre point intéressant, il y a quelques temps, quand je vous avais présenté ce cas d'étude-là, je dis qu'on réfléchissait aussi, ou en tout cas qu'il y avait un stade de la recherche, de regarder un peu les communautés bactériennes, voir s'il y avait des communautés bactériennes différentes qui pouvaient se développer au contact de ces PFAS. Parce que la particularité, c'est qu'on immobilise ces PFAS sur une petite zone et sur une très longue période.
comme j'ai dit, on peut imaginer que ces PFAS vont rester là pendant 30-40 ans. Et là, ce qu'on a vu, c'est que 4 ans après, on détecte des communautés bactériennes différentes dans la zone impactée par les PFAS par rapport aux zones impactées uniquement par les hydrocarbures pétroliers ou non impactées. Donc on voit, il semble se développer une population bactérienne spécifique. Maintenant, à voir si dans le temps, cette population bactérienne pourra avoir un effet sur la dégradation des PFAS. Mais c'est assez intéressant d'avoir noté ça 4 ans après. Si vous voulez en savoir plus sur cette application, il y a 2 publications qui ont été faites, une par Rick McGregor, donc celle de gauche, qui va vous présenter plutôt tous les éléments sur l'essai pilote, donc vraiment les éléments techniques sur le pilote en lui-même. Et celle de droite, c'est plutôt une publication un peu plus scientifique, enfin, si je puis dire scientifique, plus universitaire, par le docteur Carey, qui là va revenir plus vraiment sur les aspects scientifiques, sur la modélisation et sur la modélisation à long terme et sur la longévité potentielle de ce traitement. Donc vous avez ici les 2 publications, vous pouvez noter les références, sinon vous n'hésiterez pas à nous redemander, on pourra vous donner les références. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Angela, qui va vous présenter des résultats de différents essais pilotes. Merci beaucoup, Aurélien. Donc, dans cette partie de la présentation, je vais vous présenter une série de pilotes terrain menés sur un seul site par la société Institut Remédiation Service. Ces études terrain ont été réalisées pour en fait comparer sur terrain différentes techniques de traitement in situ d'eau impactée par des PFAS. En fait, il faut savoir que dans le monde entier, plusieurs essais laboratoires ont été faits pour tester différents réactifs pour le traitement des PFAS, mais il y a vraiment peu d'études à l'échelle terrain qui ont été réalisées. Et dans le spécifique, dans ces études pilotes qu'on va vous montrer, on a comparé plusieurs réactifs en évaluant différents paramètres. On a évalué les traitements au cours du temps, comment ça évolue chaque traitement avec chaque réactif au cours du temps. On a évalué la distribution et la longévité des réactifs. On a évalué les effets de l'hétérogénéité sur les réactifs, hétérogénéité en termes de géologie ou d'hydrogéologie par exemple. Et on a aussi regardé ce qui sont les effets sur les matériaux de remplissage qui sont autour des puits de surveillance. Donc, je commence par le contexte. Donc, tous ces essais pilotes, en effet, ont été faits dans le même site. C'est un site à Moyen-Orient où il y a un très grand panache en BTX. C'est un des plus grands panaches au monde, probablement, en termes de BTX. Après, ici, vous voyez les concentrations moyennes qui ont été détectées dans notre zone d'intérêt, que c'est la zone où elle a été retrouvée aussi en présence de PFAS. Donc, ça, c'est les moyennes uniquement dans cette zone. Donc, dans cette zone, 22 PFAS ont été analysés et il a été retrouvé un mélange de 6 PFAS qui ont entre 5 à 9 atomes de charbon. Après, dans ce cas, la source en PFAS a été bien identifiée parce qu'en fait, dans cette zone, chaque 2 ans, il y avait des exercitations de formation anti-incendie avec des exercitations pratiques sur terrain pendant lesquelles on utilisait les mousses anti-incendie. Donc, ça a été facile de retrouver la source. On va regarder maintenant le contexte géologique. Donc, on est dans des sables fines, mais il y a une intercalation en petite épaisseur d'environ 4 cm, pardon, avec une granulométrie moyenne, donc des sables plus grossières. En termes d'hydrogéologie, en fait, il faut savoir que dans ce petit épaisseur, on a une conductivité qui est d'un ordre de grandeur plus élevé par rapport à la conductivité moyenne de 5 fois 10 moins 5 mètres secondes, qui est la moyenne dans notre zone d'intérêt. On a une vitesse de 60 mètres par an et en plus, dû au fait qu'on est dans un gros panache d'hydrocarbures,
on est dans un environnement qui est fer et sulfate réducteur. Donc maintenant, regardons la configuration des 6 essais pilotes qui ont été faits. Donc, qu'est-ce qu'on a testé? On a testé 4 réactifs qui travaillent par adsorption, donc un charbon actif colloïdal, un charbon actif en poudre, un biochar et des résines échangeuses d'ions. Et après, on a testé 2 isco, 2 oxydants. Donc, le charbon actif colloïdal, c'est notre plume stop. Donc, on a des particules de charbon actif de 1-2 microns. Pour les charbons actifs en poudre, on a des particules d'environ 100 microns. Donc, on a 2 ordres de grandeur de plus. Le biochar, c'est un charbon actif qui est plus grossier par rapport aux 2 premiers. Et donc, il a aussi une capacité d'absorption moins élevée. Le biochar, il a des particules de charbon qui sont de la taille d'environ 180 microns dans ce cas. Les résines en échangeuses d'ions ont des particules qui sont d'environ 675 microns et ils ont un poids spécifique de 1,05. Et après, on a deux réactifs qui sont solubles. Donc, on a un persulfate de sodium non activé. Il a été choisi d'utiliser un persulfate de sodium non activé pour des raisons de sécurité. Après, ici, on est à Moyen-Orient. La nappe est à 25-30 degrés. Donc, avant le test pilote, ce persulfate, il a été testé sur terrain et il a été observé qu'il s'activait thermiquement. Donc, il n'y avait pas besoin d'activation. Et enfin, on a testé aussi un peroxyde d'hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 6 essais pilotes sur 6 zones exactement identiques avec des configurations exactement identiques. Donc, pour chaque réactif, on a travaillé sur une zone de 40 mètres carrés. On a injecté dans 8 points d'injection avec d'arrêt de push. Donc, les points étaient espacés de 1,5 mètre. On a injecté par plusieurs étapes verticaux. Et ensuite, on a aussi réalisé pour chaque zone pilote 3 puits de monitorage, 3 puits de surveillance, pardon, un en amont de la zone du pilote, un à l'intérieur et un en aval. Et on a aussi réalisé pour chaque zone un puits équipé avec un système CMT. C'est un système en fait de la société Solinst qui permet d'avoir de façon très détaillée et représentative des données multiniveaux à plusieurs profondeurs sur les zones de flux. Et donc, on aura des données plus détaillées sur la distribution verticale des réactifs aussi. Dans les puits de monitorage et dans le puits avec CMT, on a fait plusieurs mesures. Donc, on a bien sûr mesuré, analysé les PFAS et les hydrocarbures, mais aussi on a fait des analyses chimiques générales. On a mesuré le pH, le redox, la turbidité, la température, la conductivité. On a aussi mesuré des composés inorganiques, par exemple le chlorure, le sulfate, les nitrates, le fer et le manganèse dissous. Et ça, pour 2 campagnes de suivi avant l'injection et pour 100 campagnes après injection. Donc, à 3, 6, 9, 12 et 18 mois après les activités d'injection de chaque pilote. On a aussi fait des tests sur la matrice solide de l'aquifère. On a prélevé des carottes des sols pour mesurer le COT, le carbone organique. En fait, c'est une mesure indirecte qu'on utilise pour vérifier la présence des non-réactifs qui sont à base de charbon. On a aussi fait des mesures pour observer les persulfates et les peroxydes d'hydrogène. On a aussi fait des tests au perméamètre, excusez-moi, avant et après injection.
de façon d'aller tester la conductivité hydraulique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le spécifique? Donc, ici, vous voyez le détail de ces tests pilotes. On a, comme on devait, on a voulu injecter sur 1,5 mètre d'épaisseur entre 5,5 et 7 mètres de plan de campagne. Donc, on a injecté sur des intervalles verticaux multiples d'environ 60 cm chacun. Et pour tous les réactifs, on a utilisé un facteur de dilution de 10%. C'est le facteur de dilution idéal pour certains réactifs. Pour d'autres, ce n'est pas l'idéal. Pour certains autres, on n'a pas trouvé en littérature des informations sur la dilution. En tout cas, il a été choisi d'utiliser le même facteur pour tous les réactifs de façon d'enlever l'incertitude et la variabilité dans les évaluations. Après, on a déjà au moment des activités d'injection, on a observé les premières différences importantes, comme par exemple la pression d'injection. Pour le charbon actif colloïdal et les deux composés solubles, on a pu en fait injecter à des pressions très faibles. Et il faut savoir, dans tous les tests, on a essayé toujours d'injecter, d'appliquer aux pressions plus faibles possibles. Ça parce que ça nous permet d'assurer au maximum une distribution excellente des réactifs. Donc l'objectif, c'était d'injecter aux plus faibles pressions. Et avec le charbon actif en poudre, le biochar et les résines, on a vu que par contre, des pressions d'injection élevées étaient nécessaires, dans le spécifique des pressions supérieures à 13 bars. Donc, très facilement, ces pressions ont provoqué une fracturation en aquifère. Et du coup, on verra aussi ce qu'on observe, mais ça se traduit avec une distribution non homogène et du coup, un traitement non homogène. Donc, regardons maintenant plus dans le détail nos données des conductivités hydrauliques. Donc là, on a dans chaque graphique les résultats pour un réactif différent. On a les résultats avant et après injection. On a mesuré la conductivité en plusieurs épaisseurs 24 heures après les activités d'injection. Donc, pour ce qui concerne les produits solides en forme grossier, comme le charbon actif en poudre, les résines et le biochar, on s'attendait à une réduction de la conductivité. On s'attendait quand même facilement que ces réactifs bouchent la matrice solide de l'aquifère. Je vous rappelle qu'en fait, on parle de réactifs qui ont des particules qui sont entre 100 et 700 microns. Au contraire, on voit qu'après injection, la conductivité pour ces réactifs augmente. Et c'est là, on l'observe uniquement, ça c'est l'épaisseur en fait à plus forte perméabilité, à conductivité plus élevée. Donc, on voit qu'uniquement dans cette épaisseur, il y a une grosse différence en conductivité entre avant et après injection, et en particulier, elle augmente. Donc, c'est un signe qu'en gros, comme on a dû injecter ces réactifs à forte pression, on a créé des fractures en aquifère. Donc, en gros, avec ces réactifs, on est allé remplir l'épaisseur plus perméable avec ces réactifs grossiers. Donc, on a augmenté le flux, mais aussi le flux massique de polluants. Cela aura deux effets. Les polluants se déplacent beaucoup plus rapidement dans les pilotes de ces réactifs et ils se déplacent beaucoup plus rapidement dans cette épaisseur-là, dans le spécifique. Et on va voir que ça, c'est un problème en termes de longévité des effets du traitement. En outre, on aura un deuxième effet, que c'est que en gros, notre réactif va se distribuer préférentiellement dans cette épaisseur à forte perméabilité. Et donc, il y aura des zones qui ne vont pas être
traitées par les produits des zones dans notre zone d'intérêt. Pour le charbon actif colloïdal et les deux réactifs solubles, on voit par contre que les données pré- et post-injection sont tout à fait, sont à peu près les mêmes. Les courbes sont tout à fait superposables et n'importe dans quelle profondeur. Donc, on voit que ces réactifs ne vont pas influencer la conductivité dans notre aquifère. Donc, pour résumer et pour vous donner quelques numéros, donc on voit que voilà, pour les charbons actifs colloïdal Plume Stop et les deux iscons, on a des modifications en conductivité très faibles. Et ça, c'est aussi parce qu'on a pu injecter à très faible pression. Pour les réactifs où on a eu besoin d'injecter à plus forte pression, la conductivité est augmentée jusqu'à 10 fois dans nos sables grossiers, dans ce petit épaisseur. Et donc, on soupçonne vraiment une fracturation. Donc, dans cette slide, on va voir les données uniquement concernant les réactifs en forme solide, du coup, les trois charbons et les résines. On va observer l'évolution des différents PFAS avec la profondeur et on va aussi comme ça étudier celle qui est l'influence de la zone à forte conductivité sur la distribution des PFAS et du traitement. Donc, on voit que uniquement pour les charbons actifs colloïdal, qui est représenté par la courbe noire, on a toujours n'importe pour quel type de PFAS des données qui sont à la limite de détection. On a toujours des données faibles, donc après un an à partir des injections, et ça pour les différentes profondeurs qui ont été échantillonnées. Donc, on voit que les résultats sont homogènes le long de la verticale et qui sont valables pour les différents types de PFAS. Pour les autres réactifs, on voit par contre des concentrations plus élevées après un an des injections, surtout dans notre épaisseur à conductivité plus élevée. Donc, on voit qu'il y a une percée et on voit aussi en outre que la distribution pour ces autres réactifs n'est pas homogène dans le long de la verticale. Donc, on voit qu'on a une percée de concentration plus élevée dans l'épaisseur plus perméable où on avait effectivement fracturé, donc où on avait artificiellement augmenté les flux massiques. Donc, pour résumer, on voit une percée pour tous les réactifs sauf les charbons actifs colloïdal, en spécifique dans l'épaisseur qui est plus perméable. On a observé aussi que les PFAS à chaîne courte ont une percée plutôt par rapport aux PFAS à chaîne longue. Et ça, c'est ce qu'on s'attendait en fait. On sait que les PFAS à chaîne courte sont moins affins au charbon, ont moins capacité, sont moins sorbables. On a aussi observé l'importance de faire une analyse à la petite échelle. En fait, on a vu qu'une petite hétérogénéité, comme ces petites épaisseurs à conductivité élevée, peut avoir un grand impact sur le flux massique et donc sur le dimensionnement de la dépollution. En fait, de ne pas voir quelque chose comme ça, une hétérogénéité comme ça, peut amener à une défaillance précoce de la dépollution ou même un sous-dimensionnement du traitement. Donc maintenant, on va voir les effets du traitement et les effets de la zone à forte conductivité sur la distribution des réactifs. Là, dans cette slide, vous voyez uniquement les réactifs qui contiennent à base de carbone, parce qu'en fait, pour étudier ces effets, on a regardé le carbone organique. Pour ce faire,
on a fait des mesures à différentes profondeurs sur 3 différentes carottes. On a fait 3 carottes par pilote, donc par réactif. On voit par exemple que pour le charbon actif colloïdal, à gauche, il y a une parfaite superposition des courbes. Et donc, on voit une distribution très homogène, même le long de la verticale. Le long de la verticale. Donc, même s'il y a une hétérogénéité dans ce qui concerne qui est cette épaisseur, il y a une hétérogénéité dans la géologie, on voit un traitement très homogène. On voit à peu près les mêmes valeurs dans toute l'épaisseur qui a été traitée. Je vous rappelle, entre 5,5 et 7 mètres. Là, on ne le voit pas, mais le persulfate de sodium montre à peu près les mêmes résultats. Donc, même pour le persulfate de sodium, pour lequel, pour vérifier la distribution, on a échantillonné l'eau à différentes profondeurs. Même là, et après, on a échantillonné le persulfate de résidus dans les eaux. Même dans ces cas, on a observé une très bonne homogénéité verticale. Pour ce qui concerne le charbon actif en poudre et le biochar, par contre, on voit que le TOC, le COT, excusez-moi, augmente fortement dans cette épaisseur plus perméable, jusqu'à même 5 fois. Donc, ça, c'est vraiment un signe qu'il y a une cumulation de produits dans ces épaisseurs plus perméables. Et donc, on voit aussi qu'il y a très probablement un manque dans les autres épaisseurs. Le peroxyde, là, vous ne le voyez pas dans cette slide, mais il montrait des résultats similaires au charbon actif en poudre et au biochar. Donc, on avait une distribution très hétérogène le long de la verticale. Donc, on a aussi fait vraiment une analyse dans le détail du COT dans et à l'extérieur de la zone d'intérêt, de la zone dans laquelle on a injecté, de façon de différencier au mieux et comprendre au mieux ce qui a été, ce qui est dans la zone d'intérêt et ce qui est à l'extérieur. Donc, pour le charbon actif colloïdal, on a vu que dans la zone ciblée, le carbone est 7 fois supérieur à ce qui est le teneur à l'extérieur de la zone ciblée. Et on a observé aussi que la totalité des échantillons dans la zone ciblée a des teneurs en COT détectables. Ce n'est pas le même cas pour le charbon actif en poudre. On voit que la moyenne des teneurs en COT dans la zone cible est à peu près similaire, mais si on regarde dans le détail l'épaisseur de sable grossier, on voit qu'il y a eu une distribution préférentielle ici. Là, on a un pic de TOC. On voit en fait que à peu près le 33% des échantillons dans la zone d'intérêt n'a pas de teneur en TOC détectable. Donc, probablement, il y a une zone dans notre zone d'intérêt qui n'a pas été traitée. On voit à peu près la même chose pour le biochar. Donc, en moyenne, le TOC, le COT, excusez-moi, a toujours à peu près les mêmes teneurs, mais on voit encore une distribution préférentielle dans le petit épaisseur plus perméable. Encore, on voit qu'il y a en partie, dans ce cas, un 25% des échantillons prélevés dans la zone cible ne montraient pas de teneur détectable en COT. Donc, à nouveau, on voit que ce type de réactifs ne sont pas distribués de manière uniforme. Donc, il y a des hétérogénéités, pas uniquement sur la verticale, mais aussi surtout la zone d'intérêt, à cause de la fracturation créée en aquifère, surtout. Donc maintenant, allons regarder dans le détail les concentrations en PFAS et comment elles évoluent au cours du temps. Donc, dans les prochains graphiques, vous allez voir dans chaque slide les résultats concernant un réactif
et concernant jusqu'au dernier, à la dernière campagne de suivi, donc jusqu'à jusqu'à 18 mois après injection, et les résultats qui ont été mesurés dans les puits MW2 de chaque pilote. Donc, dans chaque pilote, on a mesuré les concentrations en PFAS à l'intérieur de la zone pilote. Donc, là, on voit les courbes qui concernent le charbon actif colloïdal. Donc, parmi tous les réactifs, on voit que les courbes des PFAS traités avec le charbon actif colloïdal sont vraiment optimales. Déjà, de la première campagne de suivi après injection, on est aux limites de détection, et cela reste pour tous les suivis après injection et pour tous les PFAS examinés. Donc là, vous voyez en fait des courbes qui sont très similaires à celles que Aurélien vient de vous montrer sur l'autre site traité avec PlumeStop. On regarde maintenant les résultats qui concernent le charbon actif en poudre. Donc dans ce cas, on voit que dans la première campagne de suivi, tous les composés sont aux limites de détection, mais que déjà dès la deuxième campagne des suivis après injection, il y a une percée. Et d'abord, des PFAS à courte chaîne, comme on s'attendait en fait. Ils vont toujours arriver à percer avant le PFAS à longue chaîne. Donc, on voit encore l'absorption préférentielle de ce qui est en longue chaîne. Pour le biochar, on voit à peu près la même chose, même pire. Donc, à partir dans la première campagne de suivi après injection, tous les composés sont aux limites de quantification, mais déjà, il y a un percée déjà dès la deuxième campagne de suivi, et à la troisième, on voit que les concentrations en PFAS sont retournées comme elles étaient avant injection. Et donc ça, c'est très facilement dû à la fracturation qui a augmenté fortement le flux massique et qui a accéléré les passages, on va dire, de notre réactif, de biochar. Donc, pour le peroxyde d'hydrogène, on ne voit pas des effets. Et ça, on se l'attendait. Des fois, on voit même peut-être des augmentations, des petites augmentations dans les concentrations après injection. Pour ça, on ne peut pas être sûr, mais on peut soupçonner que ça soit une partielle oxydation des précurseurs. En fait, les précurseurs sont des composés qui sont polyfluorurés et donc qui peuvent perdre certains groupes et se transformer en perfluorurés, en PFAS. Donc, si avant, on ne les cherchait pas, on ne les détectait pas, une fois qu'ils se sont oxydés, ils deviennent perfluorurés et donc on les voit dans les concentrations. Pour ce qui concerne le persulfate de sodium, on ne savait pas trop quoi s'attendre. On a vu une réduction pour certains PFAS de premier suivi, mais déjà après 90 jours, les concentrations étaient pour tous les PFAS étaient revenues au début, on va dire, aux concentrations initiales avant injection. Donc, pour ce qui concerne enfin les résines échangeuses d'ions, on s'attendait des très bons résultats. On sait que les résines sont très pratiques, même si elles sont assez chères. Mais en ce cas aussi, on voit qu'il y a des fortes réductions initiales. On arrive aux limites de quantification, mais déjà de la deuxième campagne de suivi après injection, on voit un percée. Et dès la troisième et quatrième, on voit que tous les PFAS ont une percée. Ça, c'est probablement dû au fait que la fracturation a créé cette distribution non homogène. Donc, en gros, les produits, les réactifs, les résines sont rentrés préférablement dans ces épaisseurs à forte conductivité.
Et donc, on a eu aussi un fort flux massique dans ces épaisseurs. Donc, si on examine, pour conclure, nos observations sur le traitement au cours du temps, on a vu qu'on a observé une percée au sein de la zone cible pour tous les réactifs testés, à l'exception du chambre actif colloïdal. Pour les oxydants, on a vu des fois aucun effet du traitement et des fois un traitement vraiment pas longève avec une percée après 90 jours. On a aussi bien vu que les percées arrivent plutôt pour l'épiphyse à courte chaîne par rapport au épiphyse à longue chaîne, ce qu'on s'attendait. Et ici, vous voyez un peu l'ordre dans lequel on s'attend une percée ou un rebond, si on parle de disco, quand on parle d'épiphyse. Donc, les plus rapides sont le peroxyde d'hydrogène, le persulfate. Après, on a le biochar, les résines, le chambre actif en poudre et le chambre actif colloïdal est le plus longève. Pour l'instant, on n'a pas observé encore de percées pour le chambre actif colloïdal. Donc maintenant, dans cette slide, on voit le traitement pour différents PFAS sur différents types de PFAS et sur tous les réactifs qu'on a étudiés dans ces essais pilotes. Et on voit les effets, les résultats après un an après les injections. Donc, vous voyez que uniquement le chambre actif colloïdal, le Plume Stop, montre un 100% de traitement pour tous nos polluants. Pour tous les autres réactifs, on voit qu'il y a un effet uniquement sur certains PFAS ou sur tous les PFAS, mais avec une efficacité inférieure. Certains réactifs n'ont pas des effets ou même ils ont des effets négatifs dans le sens qu'on voit une augmentation des PFAS après injection. Encore, on voit que de manière générale, le traitement des PFAS à chaîne courte est plus efficace par rapport au traitement des PFAS à chaîne, des PFAS à chaîne longue est plus efficace par rapport au traitement des PFAS à chaîne courte. Donc, maintenant, on va regarder le tout dernier paramètre qui a été analysé sur terrain dans cette série d'études pilotes. Donc, on a étudié l'effet de ces traitements dans les matériaux de remplissage autour des puits de surveillance. Donc, on s'est imaginé en fait le cas des sites où il y a déjà des puits de surveillance sur site construits. Et donc, surtout quand on parle de réactifs qui sont solides, on veut être sûr qu'il n'y a pas une cumulation de ces réactifs dans le matériel de remplissage de ces puits. Ce qui est en fait, en cas de cumulation, on pourrait après mesurer, observer dans ce puits de suivi, dans ce puits de surveillance, des mesures qui sont faussées par ce phénomène de cumulation. Donc, si on a une cumulation autour du puits de surveillance dans le matériau de remplissage, on peut en gros ne pas plus retrouver dans ce puits de surveillance des données qui sont vraiment représentatives de l'état de l'aquifère. Mais on va uniquement avoir des données qui sont représentatives de ces petites parties dans le puits de surveillance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a échantillonné, on a prélevé des petites carottes avec un diaprobe et on a fait des analyses avec beaucoup de détails, chaque 25 cm en vertical. Donc, encore pour mesurer la présence des réactifs, on a mesuré le carbone organique. Donc, ici, vous voyez effectivement uniquement les données qui concernent nos 3 réactifs à base de charbon. Donc, on voit que uniquement le chambre actif colloïdal que vous voyez à gauche
a des courbes qui se superposent parfaitement dans la zone ciblée par le traitement et dans la zone de remplissage, des matériaux de remplissage autour du puits de surveillance. Donc, on voit une très bonne superposition et encore une très bonne aussi distribution verticale, homogénéité verticale, pardon. Pour les autres produits, par contre, on voit que il y a une plus forte différence entre données dans la zone ciblée en rouge et données mesurées dans la zone de remplissage dans le matériel de remplissage autour du puits. Et en plus, on voit aussi qu'il y a une cumulation de coûts on voit que souvent la zone de remplissage autour du puits a beaucoup plus de réactifs par rapport à la zone autour, donc la zone ciblée vraiment de traitement. Il semble aussi que c'est comme si le réactif soit rentré dans la zone plus perméable et après il se soit distribué en vertical. Donc, pour conclure, voilà, et pour voir quelques numéros plus précisément, on voit que pour ce qui concerne le charbon actif colloïdal, on a à peu près les mêmes teneurs en COT dans les matériaux de remplissage du puits de surveillance et dans la zone autour, donc la zone ciblée par le traitement. Même on voit que dans le matériau de remplissage, il y a peut-être un peu moins de TEC. Par contre, si on regarde le charbon actif en poudre, le biochar, on voit qu'il y a une grosse différence, une beaucoup plus grosse différence entre le TEC mesuré dans le matériau de remplissage du puits de surveillance et autour. Donc, on voit une distribution préférentielle dans les matériaux de remplissage. Cela signifie que, en fait, donc les résultats que vous venez de voir concernant ces charbons plus grossiers, les charbons actifs en poudre et biochar, qui déjà montraient une efficacité réduite par rapport à un charbon actif colloïdal, ils sont probablement même pire de ce qu'on vient de voir si on regarde vraiment l'aquifère, parce que ça veut dire que les résultats qu'on vient de voir ne sont pas vraiment représentatifs de la zone ciblée autour de la zone ciblée, mais ils sont plus représentatifs vraiment de ce qui est dans le puits de monitorage qui a une plus forte concentration de réactifs dans les matériaux de remplissage. Donc, si vous voulez plus de détails en plus sur ces pilotes, là, vous voyez l'article scientifique qui a été rédigé sur ce sujet. C'est Rick McGregor de l'Institut Remediation Services qui a rédigé cet article. L'article a été publié sur le journal Remediation Journal l'automne dernier, en 2020. Donc, je vous invite, si vous voulez plus de détails, je vous invite à le télécharger. Après, on va voir quelques slides encore sur des projets qui sont en cours, dans lesquels Regenesis ou la société Institut Remediation Services sont impliqués. Donc, on continue le suivi sur ce site à Moyen-Orient où on a maintenant les données après injection de 18 mois et on est encore en limite de détection. On continue le suivi, un suivi qui est le plus longef qu'on a sur le site en Ontario où on a des données de plus de 4 ans. Ça, c'est le premier site qui a été traité avec PlumeStop avec l'objectif de traiter les PFAS. Après, PlumeStop, ça existe depuis longtemps. Il a été utilisé même plus tôt les années passées pour d'autres types de composés comme les solvants chlorés, les hydrocarbures. Mais pour ce qui concerne le traitement des PFAS, ça c'est vraiment un des suivis plus longs sur un vrai site qui a été fait. Après, donc nous, en tant que Regenesis, on est actifs sur plusieurs aspects pour ce qui concerne le traitement des PFAS.
du point de vue de la recherche, mais aussi des vrais sites qui sont traités avec PlumeStop. Pour ce qui concerne la société Institut Remediation Services, directement, ils ont beaucoup d'autres études en cours. Vous le voyez ici. Donc, ils participent à plusieurs projets académiques ou avec des privés au Canada. Ils sont en train de faire en fait beaucoup d'études intéressantes aussi grâce à des financements des industriels. Ils sont aussi en train de travailler avec 3 universités canadiennes. Et en fait, ils sont en train de chercher vraiment le principe de traitement de PFAS, de chercher de les étudier au mieux. Ils sont par exemple en train d'étudier la compétition qu'on peut avoir sur l'absorption de la part d'autres polluants comme les solvants ou les hydrocarbures dans un plume mixte. Ils sont en train aussi de faire des essais en colonne pour étudier le flux dans une dimension ou en 2 dimensions. Ils ont aussi proposé de faire des essais sur terrain dans le site CFB Bordin, qui est un site qui est très célèbre parmi les hydrogéologues. Sur ce site, l'Université de Waterloo a fait beaucoup de recherches au cours des années. En fait, sur ce site, il y a eu des déversements de différents contaminants polluants. Pour terminer, après, si vous voulez encore plus d'informations sur le sujet du traitement des PFAS et des traitements in situ, je vous invite à visiter notre site internet. Vous allez trouver plusieurs documents. Vous allez trouver les articles scientifiques dont on vous a parlé. Vous allez trouver beaucoup d'autres documents. Vous allez trouver beaucoup de webinaires en plusieurs langues. Donc, voilà, il y a beaucoup de documentation de détails sur ce sujet. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie pour l'attention. Je passe maintenant la parole à Chris pour la session de questions-réponses. Merci Marianne. Je vois que depuis, bonjour tout le monde, je vois que depuis quelques minutes, j'ai un peu de souci avec mon audio, alors j'espère que tout va bien pendant les minutes qui suivent. En tout cas, on a reçu pas mal de questions. À moi l'honneur à les répondre ou essayer à les répondre. On a reçu plusieurs questions qui sont un peu similaires concernant l'application de PlumeStop dans des aquifères très perméables. Et la question si le charbon actif reste sur place dans ce cas-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi dans les autres webinaires qu'on a donnés déjà. On parle beaucoup de la mobilité de PlumeStop, mais il faut quand même tenir compte que ça reste un produit solide qu'il faut distribuer dans la géologie. C'est un produit avec une grande affinité pour les particules du sol. Alors, c'est plutôt rare de voir des soucis avec une distribution de produits qui est trop bien. Mais c'est possible. Normalement, à partir de disons, 200 mètres par an de vitesse d'écoulement de l'eau souterraine, ça peut devenir un problème. Par contre, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour éviter ces problèmes-là. Tout d'abord, on peut ajuster le teneur de charbon actif et le teneur des polymères dans le produit. Alors, on peut jouer un peu avec la mobilité de PlumeStop. Et en plus, on a aussi un produit qui peut éliminer ou précipiter ou détruire les polymères dans le PlumeStop presque tout de suite. Et ça va faire précipiter le charbon actif immédiatement. Alors, c'est vrai, il faut bien tenir compte avec la vitesse de l'écoulement de l'eau, surtout, comme j'ai dit, à partir de, disons, 200 mètres par an. Mais il y a des solutions techniques.
Une deuxième question, un peu moins technique peut-être, mais on peut considérer l'absorption d'une pollution, on peut considérer ça comme un vrai traitement. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas détruire les PFAS, mais que ça reste quand même un traitement. J'irai les risques, comme Aurélien a montré. C'est une technique qui est utilisée assez souvent en dépollution. Je pense par exemple à l'immobilisation avec le ciment ou des colis de ciment et bentonite. Ou par exemple la précipitation des métaux lourds, la précipitation de chrome 6. Et je pense que surtout pour les PFAS, gestion des risques est bien acceptée comme traitement. Il y a quelques jours même, le ITRC, l'association qui, aux États-Unis, bien respectée, qui fait beaucoup de travail sur les technologies et la régulation. Ils ont lancé un vidéo qui explique bien ce système de gérer des risques, et il parle aussi en plus il parle aussi de produits, entre guillemets, de produits injectables pour le traitement d'in situ. Alors, je pense qu'ils ont pensé à Plumstop à ce moment-là. Peut-être qu'on peut envoyer un lien vers ce vidéo par email, peut-être dans l'email avec l'enregistrement du webinaire qui va suivre dans les jours qui suivent. Une autre question qui est demandée sous plusieurs formes, il s'agit de la présence des autres polluants ou la rôle des autres polluants, et aussi la rôle des matières naturelles, des matières organiques qui vont sorber sur le charbon actif également. Et peut-être même plus facile que le PFAS. On a vu que ça peut être le cas dans les études de cas, mais même en faible concentration, c'est bien sûr quelque chose dont on doit tenir compte, parce qu'on parle souvent de concentrations en PFAS très faibles, 1 nanogramme par litre, plutôt qu'un microgramme. Alors, par exemple, la présence de 10 microgrammes par litre de benzène, probablement, ça ne pose pas trop de soucis au niveau de risques humains ou environnementaux, mais ça peut être un facteur d'une barrière Plumstop. Parce qu'on doit arrêter ou on va stopper à peu près les mêmes quantités ou même moins de PFAS. Heureusement, on utilise nos propres modèles qui tiennent compte avec... oui. Excusez-moi, ça a coupé. Je ne sais pas si tu peux juste... oui, mais non, oui. Est-ce que tu pourrais juste répéter ta dernière réponse? Ça a coupé un peu le son. Ah, d'accord, excusez-moi. Je dis que oui, c'est important de tenir compte avec la présence des autres polluants, même en faible quantité, parce que c'est très important dans la dimensionnement d'une barrière pour avoir une bonne idée des quantités de Plumstop qu'il faut. On parle de sorption préférée de certaines composants, mais comme on travaille sur ça depuis plusieurs années déjà, heureusement, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien parce qu'on a notre
nos propres modèles qui tient compte avec cette option préférée, même avec la présence de matières organiques qui ne sont pas des polluants. Mais ça reste quand même un aspect très, très important. Voilà, avant que je serai coupé de nouveau, je pense que il y a encore plusieurs autres questions, mais je pense que c'est mieux de les répondre individuellement par email dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, Chris. Merci encore, Aurélien, aussi. Donc, oui, comme Chris vous a anticipé, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire dans quelques jours. Et on va répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bon après-midi. Au revoir, merci. Au revoir, merci.